Cette histoire commence là où les brumes de l'Atlantique rencontrent les montagnes sauvages, là où les hommes portaient des noms de guerre avant même de savoir écrire, là où chaque vallée cachait un clan prêt à mourir pour un morceau de terre rocheuse. L'Écosse. Un pays qui n'existait pas vraiment avant de devenir une légende. Un territoire fragmenté qui s'est unifié dans le sang, qui a résisté à Rome, qui a défié l'Angleterre pendant des siècles et qui finalement a choisi l'union plutôt que l'anéantissement. Mais comment des tribus guerrières dispersées sont-elles devenues une nation ? Pourquoi un simple chevalier comme William Wallace est-il devenu un symbole immortel ? Et surtout, comment un royaume farouchement indépendant a-t-il fini par partager un trône avec son ennemi ancestral ? Avant que l'Écosse ne soit l'Écosse, elle était une mosaïque de peuples. Les Pictes occupaient les Highlands, ces guerriers tatoués dont la langue reste encore mystérieuse. Les Scots venaient d'Irlande, apportant avec eux le gaélique et une organisation tribale féroce. Les Bretons tenaient le sud-ouest, héritiers des anciennes traditions celtes de Bretagne. Et puis il y avait les Angles, venus de Northumbrie, qui contrôlaient les Lowlands orientales avec leurs fermes et leurs monastères. 4 peuples, 4 langues, 4 visions du monde. L'idée d'une Écosse unie semblait aussi improbable que la paix éternelle. Pourtant, quelque chose a commencé à changer au IXe siècle. Kenneth MacAlpine, un roi scot audacieux, a réussi l'impossible. Il a uni les Scots et les Pictes sous une seule couronne vers 840. Comment ? Les chroniques restent vagues. Certains parlent de mariage diplomatique, d'autres de trahison sanglante lors d'un banquet où les nobles Pictes auraient été massacrés. La vérité s'est perdue dans le brouillard des âges, mais le résultat est clair. Un royaume unifié émergeait, fragile, violent, constamment menacé, mais unifié néanmoins. Ce royaume s'appelait Alba, et il occupait à peu près les territoires actuels du centre et du nord de l'Écosse. Alba n'était pas un État moderne avec des frontières fixes. C'était une confédération de clans et de seigneurs qui reconnaissaient l'autorité du roi quand cela les arrangeait et l'ignoraient quand ils le pouvaient. Le pouvoir royal dépendait de la force personnelle du monarque, de sa capacité à distribuer des terres, à lever des armées, à punir les rebelles. Un roi faible voyait son autorité s'effriter comme du sable entre les doigts. Un roi fort pouvait terroriser ses vassaux et repousser les invasions vikings qui ravageaient les côtes. Car les Norvégiens contrôlaient les îles du Nord, les Hébrides, les Orcades, transformant ces archipels en base pour leurs raids dévastateurs. Les clans écossais de cette époque n'étaient pas romantiques. Ils étaient brutaux, pragmatiques, obsédés par l'honneur et la vengeance. Chaque clan possédait son territoire, ses vaches, ses guerriers. Le vol de bétail était une activité presque respectée, un sport national qui entretenait les compétences militaires. Un homme qui ne pouvait pas défendre ses vaches ne méritait pas de les posséder. Les querelles entre clans pouvaient durer des générations. Un meurtre en 1000 appelait une vengeance en 1020, qui provoquait une autre vengeance en 1040. Le sang appelait le sang, et les chefs de clan devaient constamment arbitrer ces conflits pour éviter que leur propre territoire ne soit déchiré par la guerre civile. Mais l'Écosse grandissait. Malcolm II, puis Malcolm III, ont étendu le royaume vers le sud, grignotant les terres des Angles, absorbant les seigneurs bretons. Malcolm III, surnommé Canmore, a épousé Margaret, une princesse saxonne réfugiée après la conquête normande de l'Angleterre en 1066. Margaret était pieuse, cultivée, déterminée à réformer l'Église écossaise qu'elle trouvait trop rustique, trop attachée aux vieilles traditions celtes. Elle a introduit des bénédictins, encouragé l'usage du latin dans les monastères, rapproché l'Écosse des normes européennes. Ses fils ont continué cette politique, invitant des chevaliers normands, distribuant des terres à des familles qui deviendront célèbres, les Bruce, les Balliol, les Stewart. L'Écosse du XIIe siècle
ne ressemblait plus à l'Alba du IXe. C'était un royaume féodal, reconnaissable, avec des châteaux de pierre, des chartes latines, des évêques influents. David Ier, un des fils de Malcolm et Margaret, a transformé le pays. Il a fondé des villes, encouragé le commerce, importé le système féodal normand. Les clans des Highlands continuaient leur guerre privée, mais les Lowlands se civilisaient, adoptaient l'agriculture intensive, construisaient des églises. Deux Écosses coexistaient, liées par la couronne, mais séparées par la géographie, la langue, le mode de vie. Cette dualité allait marquer toute l'histoire écossaise. Les Highlanders parlaient gaélique, vivaient dans des hameaux dispersés, élevaient du bétail dans des vallées isolées. Leur loyauté allait au clan, pas au roi. Leur loi était celle du chef, pas celle d'Édimbourg. Les Lowlanders parlaient scots, un dialecte germanique proche de l'anglais. Ils cultivaient des champs, commerçaient avec l'Europe, envoyaient leurs fils étudier dans les universités continentales. Ils méprisaient les Highlanders comme des barbares attardés. Les Highlanders méprisaient les Lowlanders comme des lâches efféminés. Et pourtant, les deux faisaient partie du même royaume, défendaient la même frontière contre le même ennemi, l'Angleterre. Car l'Angleterre était toujours là, plus riche, plus peuplée, plus organisée. Les rois anglais considéraient les rois écossais comme des vassaux théoriques. Les rois écossais rejetaient cette prétention avec fureur. Les frontières restaient floues, disputées. Chaque succession royale pouvait déclencher une crise. Et puis, en 1286, la catastrophe s'est produite. Alexandre III est mort en tombant de cheval sur une falaise par une nuit d'orage. Sa fille était morte avant lui. Son héritière était sa petite-fille, Margaret, une fillette de 3 ans vivant en Norvège. L'Écosse n'avait plus de roi adulte, plus de succession claire. Les nobles se sont déchirés, chacun poussant son candidat. Le royaume vacillait au bord du chaos. Édouard Ier d'Angleterre a vu sa chance. Ce roi était intelligent, impitoyable, obsédé par l'idée de créer un empire britannique unifié. Il avait déjà conquis le pays de Galles avec une brutalité méthodique. L'Écosse serait la prochaine. Il s'est posé en arbitre impartial, invitant les nobles écossais à lui soumettre leurs revendications. 13 candidats se sont présentés. Édouard a choisi John Balliol, un noble possédant des terres en France et en Angleterre, quelqu'un qu'il pensait pouvoir contrôler. Balliol a été couronné roi en 1292. Mais Édouard exigeait l'hommage, la soumission, le droit d'intervenir dans les affaires écossaises. Balliol était piégé. S'il obéissait, il perdait le respect de ses nobles. S'il résistait, il risquait l'invasion. Il a résisté. En 1296, après qu'Édouard ait humilié publiquement l'Écosse en convoquant Balliol comme un simple vassal, les nobles écossais ont formé une alliance avec la France. Le Old Alliance, la vieille alliance, qui durera 3 siècles. Cette décision a transformé l'Écosse en pion sur l'échiquier européen, mais elle donnait aussi au petit royaume un allié puissant contre l'Angleterre. Édouard a explosé de rage. Il a levé une armée massive et a envahi l'Écosse avec une violence calculée pour briser toute résistance. Berwick, la ville écossaise la plus riche, est tombée en mars 1296. Édouard a ordonné le massacre. Ses soldats ont massacré la population pendant 3 jours. Les chroniques parlent de 7000 morts, peut-être plus. Les rues ruisselaient de sang. Les corps s'entassaient dans les maisons incendiées. C'était un message. Résister à Édouard signifiait l'anéantissement. L'armée anglaise a ensuite balayé l'Écosse. Les nobles se sont rendus les uns après les autres. Balliol a abdiqué, humilié, dépossédé de ses insignes royaux dans une cérémonie conçue pour l'écraser psychologiquement. Édouard a confisqué la pierre du destin, le rocher sacré sur lequel les rois écossais étaient couronnés depuis des siècles,
et l'a emporté à Westminster comme trophée. L'Écosse n'existait plus en tant que royaume indépendant. Édouard a nommé des administrateurs anglais, installé des garnisons, exigé des serments de loyauté. La plupart des nobles ont plié le genou. Ils avaient des terres à protéger, des familles à sauver. Seuls les fous ou les désespérés continuaient à résister. Et puis, en 1297, un homme a émergé des brumes. Un homme dont le nom allait devenir légende, même s'il n'était qu'un simple chevalier sans grande fortune ni titre impressionnant. William Wallace. Personne ne sait vraiment d'où il venait exactement. Fils d'un petit propriétaire terrien, probablement né dans l'Ayrshire vers 1270. Grand, féroce, charismatique. Les détails de sa vie sont noyés dans le mythe, mais les faits essentiels restent. En mai 1297, Wallace a tué le shérif anglais de Lanark, peut-être pour venger le meurtre de sa femme, peut-être simplement parce qu'il en avait assez de l'occupation. Ce meurtre a déclenché quelque chose. D'autres hommes l'ont rejoint. Des paysans, des petits nobles, des hors-la-loi. Wallace offrait ce que les grands seigneurs n'osaient plus offrir. La résistance sans compromis. Il ne se battait pas selon les règles féodales. Il utilisait la guérilla, les embuscades, la terreur. Ces hommes attaquaient les garnisons isolées, brûlaient les convois de ravitaillement, disparaissaient dans les forêts avant que les troupes anglaises ne puissent riposter. Wallace comprenait instinctivement ce que les nobles ne comprenaient pas. Cette guerre ne se gagnerait pas en bataille rangée, mais en rendant l'occupation insupportable, impossible à maintenir. Chaque fois qu'un soldat anglais sortait de sa garnison, il risquait de ne jamais revenir. La peur s'est installée. En septembre 1297, Wallace a remporté sa victoire la plus spectaculaire. Une armée anglaise commandée par John de Warenne marchait vers le nord pour écraser définitivement la rébellion. Wallace l'attendait près de Stirling, au pont qui enjambait la rivière Forth. C'était un point de passage étroit, stratégique. De Warenne, méprisant ces rebelles écossais indisciplinés, a ordonné à son armée de traverser le pont. Wallace a attendu que la moitié des troupes soit de l'autre côté, piégées entre le fleuve et les collines, et alors il a attaqué. Les Écossais se sont jetés sur l'avant-garde anglaise avec une furie sauvage. Les chevaliers en armure lourde, coincés sur un terrain marécageux, ne pouvaient pas manœuvrer. Les piquiers écossais les ont massacrés. Le pont s'est effondré ou a été coupé, séparant l'armée anglaise en deux. Ceux qui étaient du mauvais côté du fleuve ont été taillés en pièces. De Warenne s'est enfui avec les survivants. La victoire de Stirling Bridge a électrisé l'Écosse. Wallace n'était plus un hors-la-loi. Il était le gardien de l'Écosse, reconnu même par certains nobles qui avaient auparavant collaboré avec les Anglais. Mais Wallace ne savait pas jouer le jeu politique. Il n'était pas diplomate. Il ne comprenait pas les subtilités de la noblesse écossaise, toujours divisée, toujours jalouse. Et surtout, il n'avait pas de réponse face à une armée anglaise déterminée, bien commandée, en terrain ouvert. Édouard Ier est revenu en 1298 avec une force massive. À Falkirk, en juillet, les deux armées se sont affrontées. Wallace avait organisé ses piquiers en formation circulaire hérissée de lances, les schiltrons, des forteresses humaines presque imprenables au corps à corps. Mais Édouard avait des archers. Des centaines d'archers gallois armés de longs arcs redoutables. Les flèches sont tombées comme la pluie d'acier. Les schiltrons ont tenu, mais les hommes mouraient. Les chevaux galopaient autour, cherchant une brèche. Finalement, les formations se sont brisées. Les Écossais ont rompu les rangs et ont fui. Wallace s'est échappé, mais son armée était détruite. Il a démissionné de son poste de gardien, redevenant un fugitif. Pendant 7 ans, il a survécu, organisant de petites opérations,
cherchant des alliés en France et à Rome, mais sans jamais retrouver sa gloire de 1297. En août 1305, il a été trahi près de Glasgow. Un noble écossais, John de Menteith, l'a livré aux Anglais en échange d'argent et de terres. Wallace a été emmené à Londres enchaîné, exhibé comme un trophée. Le procès était une formalité. Édouard voulait un exemple. Wallace a été condamné pour trahison, bien qu'il ait toujours refusé d'être un sujet anglais, et donc incapable de trahir un roi qu'il n'avait jamais reconnu. Le 23 août 1305, il a été traîné dans les rues, exécuté avec une brutalité extrême, et son corps coupé en quartiers, envoyé dans différentes villes écossaises comme avertissement. Édouard pensait avoir tué la résistance en tuant Wallace. Il avait tort. Il avait créé un martyr. Un symbole que même les nobles les plus prudents ne pouvaient ignorer. Wallace était mort, mais il vivrait dans la mémoire collective écossaise comme celui qui n'avait jamais plié le genou, qui avait refusé de négocier, qui était mort libre. Sa mort a donné de la légitimité à ceux qui continueraient le combat. Et l'un de ces hommes était plus intelligent, plus dangereux, plus impitoyable que Wallace ne l'avait jamais été. Robert Bruce. Descendant d'une des familles qui avaient revendiqué le trône en 1290, les Bruce avaient collaboré avec les Anglais, puis s'étaient rebellés, puis avaient collaboré à nouveau, toujours calculant leur intérêt. Robert Bruce VII était un noble ambitieux qui voulait la couronne, mais savait qu'il devait attendre son heure. En février 1306, il a fait quelque chose d'extraordinaire et de terrible. Il a rencontré John Comyn, son rival pour le trône et un allié des Anglais, dans une église à Dumfries. Les deux hommes se sont disputés. Bruce a sorti un poignard et a poignardé Comyn devant l'autel. Meurtre et sacrilège. Bruce était excommunié automatiquement, poursuivi par l'Église et l'Angleterre. Il n'avait plus aucun choix. Il devait soit gagner la couronne, soit mourir. 6 semaines plus tard, en mars 1306, il s'est fait couronner roi à Scone. C'était une cérémonie improvisée, sans la pierre du destin, avec seulement quelques nobles présents. Mais c'était un acte politique brillant. Bruce n'était plus un rebelle, il était le roi d'Écosse, combattant pour son royaume légitime. Cela changeait tout. Édouard Ier a envoyé des armées pour écraser Bruce. La première année a été catastrophique pour le nouveau roi. Battu à Medven, forcé de fuir dans les Highlands, puis vers les îles, vivant comme un fugitif pendant que sa femme et ses sœurs étaient capturées et emprisonnées par les Anglais. 3 de ses frères ont été exécutés. Bruce a presque abandonné. Mais quelque chose l'a fait tenir. Peut-être l'orgueil, peut-être la rage, peut-être simplement l'impossibilité de reculer. Il est revenu en 1307. Cette fois, il a appris des erreurs de Wallace. Bruce ne cherchait pas la bataille décisive. Il harcelait les garnisons, brûlait les châteaux qu'il ne pouvait tenir, forçait ses ennemis écossais à choisir leur camp. Lentement, douloureusement, il a reconquis le contrôle de l'Écosse. Château par château, vallée par vallée. Les nobles écossais, voyant que Bruce survivait et même prospérait, ont commencé à changer de camp. Certains par conviction, d'autres par opportunisme. Peu importait à Bruce tant qu'il se battait pour lui. En 1307, Édouard Ier est mort en route vers l'Écosse, encore en train d'essayer d'écraser Bruce. Son fils, Édouard II, n'avait ni le talent militaire ni la détermination de son père. Il a continué la guerre par obligation, mais sans enthousiasme. Bruce a exploité cette faiblesse. En 1314, il contrôlait presque toute l'Écosse, sauf Stirling, où une garnison anglaise tenait toujours. Bruce a assiégé le château. Édouard II ne pouvait ignorer ce défi. Il a rassemblé une immense armée, la plus grande jamais envoyée en Écosse, et a marché vers le nord. La bataille de Bannockburn,
23 et 24 juin 1314. Bruce a choisi le terrain avec soin, un champ marécageux près de Stirling, entouré de fossés et de pièges. Les Écossais étaient largement inférieurs en nombre, peut-être 6 000 contre 20 000 Anglais. Mais Bruce connaissait les faiblesses de l'ennemi. Les chevaliers anglais, superbes en terrain ouvert, devenaient vulnérables sur un sol mou. Les schiltrons écossais, ces formations de piquiers que Wallace avait utilisées, pouvaient tenir contre la cavalerie si elles étaient bien positionnées et si les archers ne les pilonnaient pas. Le premier jour, un chevalier anglais, Henri de Bohun, a chargé Bruce lui-même dans un duel improvisé devant les deux armées. Bruce, monté sur un poney léger, a esquivé la lance et a fendu le crâne de Bohun avec sa hache de bataille. Un geste spectaculaire qui a galvanisé les Écossais. Le lendemain, la bataille principale a commencé. Les chevaliers anglais ont chargé encore et encore, mais les schiltrons tenaient. Le terrain mou ralentissait les chevaux. Les piques écossaises les empalaient. L'armée anglaise, trop nombreuse pour manœuvrer efficacement sur ce terrain étroit, s'est transformée en foule désorganisée. Puis Bruce a ordonné l'avance générale. Les Écossais ont poussé en avant, lentement, inexorablement. Les Anglais ont paniqué. Des milliers d'hommes ont essayé de fuir en même temps, s'écrasant les uns contre les autres, se noyant dans les rivières, piétinés par leurs propres camarades. La victoire était totale, écrasante. Édouard II s'est enfui, abandonnant son armée. Bruce avait gagné plus qu'une bataille. Il avait prouvé que l'Écosse pouvait vaincre l'Angleterre en combat ouvert, que l'indépendance n'était pas un rêve impossible. Mais gagner sur le champ de bataille ne suffisait pas. Bruce voulait la reconnaissance internationale. Il a continué à harceler le nord de l'Angleterre avec des raids dévastateurs, forçant les comtés frontaliers à lui payer tribut pour éviter les destructions. Il a envoyé des lettres au pape, aux rois européens, expliquant que l'Écosse était un royaume ancien et indépendant. En 1320, les nobles écossais ont rédigé la déclaration d'Arbroath, une lettre extraordinaire adressée au pape. Cette déclaration affirmait que les Écossais combattaient pour la liberté, pas pour la gloire ou les richesses, et que si Bruce cessait de défendre cette liberté, il le déposerait et choisirait un autre roi. C'était une idée radicale pour l'époque médiévale, l'idée que la souveraineté résidait dans le peuple et non dans la personne du roi. La déclaration d'Arbroath est devenue un texte fondateur du nationalisme écossais, cité encore aujourd'hui comme preuve de l'esprit démocratique précoce de l'Écosse. En réalité, c'était aussi un document politique pragmatique, conçu pour impressionner le pape et légitimer la position de Bruce. En 1328, Édouard III, qui avait remplacé son père désastreux, a finalement signé le traité d'Édimbourg-Northampton. L'Angleterre reconnaissait l'indépendance de l'Écosse et Bruce comme roi légitime. La guerre était finie. Bruce avait gagné. Il est mort en 1329, probablement de la lèpre, mais en paix, ayant accompli ce qu'il avait entrepris. Son cœur a été embaumé et porté en croisade en Espagne par un de ses chevaliers, fulfilling un vœu qu'il n'avait pu accomplir lui-même. C'est devenu une légende, le cœur de Bruce voyageant au loin même après sa mort. Mais l'indépendance n'a pas apporté la stabilité. Le fils de Bruce, David II, n'avait que 5 ans. Des régents ont gouverné. Les nobles se sont querellés. Édouard III d'Angleterre, devenu adulte et ambitieux, a repris la guerre. Il soutenait Édouard Balliol, fils du roi déposé, dans une guerre civile écossaise. La France et l'Angleterre se sont retrouvées en guerre, la guerre de 100 ans. Et l'Écosse a été entraînée comme alliée de la France. David II a même été capturé lors d'une bataille désastreuse en 1346 et a passé 11 ans prisonnier en Angleterre.
L'Écosse a payé une énorme rançon pour le récupérer. Le XIVe siècle a été brutal pour l'Écosse. Guerre constante, invasion, épidémie de peste noire qui ont tué un tiers de la population. Les Highlands restaient largement autonomes, ignorant les ordres d'Édimbourg. Le seigneur des îles, un chef gaélique puissant contrôlant les Hébrides, traitait parfois directement avec l'Angleterre, défiant le roi écossais. L'autorité royale s'est fragmentée. Les nobles régionaux gouvernaient comme des petits rois dans leur territoire. Le pays survivait, mais ne prospérait pas. Le XVe siècle a vu la montée de la dynastie Stewart. Les Stewart avaient obtenu le trône par mariage après la mort de David II sans héritier. Ils étaient compétents, mais malchanceux. Jacques Ier a été assassiné par des nobles en 1437. Jacques II a été tué par l'explosion d'un canon en 1460. Jacques III a été assassiné après une bataille contre les rebelles en 1488. Jacques IV est mort à Flodden en 1513, la pire défaite militaire de l'histoire écossaise, où l'élite du pays a été massacrée par les Anglais. Chaque fois qu'un Stewart tentait de centraliser le pouvoir, de moderniser le royaume, de briser les grands nobles, il finissait mort. Pourtant, l'Écosse changeait malgré le chaos. Les universités ont été fondées. St Andrews en 1413, Glasgow en 1451, Aberdeen en 1495. Une culture littéraire scots florissait. Les marchands écossais commerçaient avec la France, les Pays-Bas, la Baltique. Édimbourg devenait une vraie capitale avec un parlement, une cour royale, des églises impressionnantes. Les Lowlands s'enrichissaient lentement. Les Highlands restaient pauvres, violents, attachés aux anciennes coutumes. Cette division interne allait exploser au XVIe siècle avec la Réforme protestante. La Réforme a déchiré l'Europe, opposant catholiques et protestants dans des guerres religieuses sanglantes. L'Écosse, catholique depuis des siècles, alliée de la France catholique, semblait destinée à rester dans l'orbite romaine. Mais la corruption de l'Église écossaise était scandaleuse. Les évêques vivaient comme des princes, collectant des richesses immenses, négligeant leurs devoirs spirituels. Les monastères s'étaient souvent transformés en propriétés familiales, transmises de père en fils, malgré le vœu de célibat. Le peuple voyait cette hypocrisie et la méprisait. John Knox, un prêtre devenu protestant radical, est revenu en Écosse en 1559, après des années d'exil. Il prêchait un calvinisme austère, dénonçant la messe catholique comme idolâtrie, appelant à la destruction des images religieuses. Ses sermons enflammés ont déclenché des émeutes. Des foules ont saccagé des monastères, brûlé des statues, chassé les prêtres. La noblesse écossaise, sentant une opportunité de saisir les terres d'église, a embrassé le protestantisme. En 1560, le Parlement écossais a aboli la messe catholique et adopté une confession de foi protestante. L'Écosse était officiellement réformée. Mais la reine, Marie Stuart, était catholique. Elle avait grandi en France, mariée brièvement au roi français, et était revenue en Écosse après son veuvage en 1561. Belle, cultivée, catholique fervente dans un pays désormais protestant. Son règne a été catastrophique. Elle a épousé son cousin, Henry Stuart Lord Darnley, un mariage désastreux. Darnley était jaloux, violent, alcoolique. Il a participé au meurtre du secrétaire italien de Marie, David Rizzio, poignardé devant elle alors qu'elle était enceinte. Puis Darnley lui-même a été assassiné dans une explosion suspecte. Marie a ensuite épousé le comte de Boswell, principal suspect du meurtre de Darnley. Les nobles écossais, horrifiés, se sont révoltés. Marie a été forcée d'abdiquer en 1567. Son fils d'1 an, Jacques, est devenu roi Jacques VI d'Écosse. Marie s'est enfuie en Angleterre, cherchant protection auprès de sa cousine,
la reine Élisabeth Ière. Mais Élisabeth, protestante et méfiante, a emprisonné Marie pendant 19 ans. Marie est devenue le centre de complots catholiques pour renverser Élisabeth et restaurer le catholicisme en Angleterre. Finalement, en 1587, Élisabeth a signé l'ordre d'exécution. Marie a été décapitée. Elle avait 44 ans et était devenue une martyre catholique, tout en restant controversée même parmi les catholiques qui trouvaient sa conduite personnelle scandaleuse. Jacques VI a grandi en Écosse protestante, éduqué par des précepteurs presbytériens sévères. Il était intelligent, érudit, obsédé par la théologie et les livres, mais physiquement maladroit et sans charisme guerrier. Les nobles écossais l'intimidaient et le manipulaient. Jacques rêvait d'un royaume stable, où les rois gouvernaient vraiment, où l'autorité royale n'était pas constamment contestée par des clans armés ou des prédicateurs fanatiques. Puis, en 1603, Élisabeth Ière est morte sans enfant. Jacques, son plus proche parent, a hérité du trône d'Angleterre, l'union des couronnes. 2 royaumes séparés, un seul monarque. Jacques est parti pour Londres et n'est presque jamais revenu en Écosse. Il a tenté de gouverner les 2 pays, mais ses priorités étaient claires. L'Angleterre était riche, puissante, confortable. L'Écosse était pauvre, turbulente, épuisante. Il a gouverné l'Écosse à distance, par lettres et par l'intermédiaire du conseil privé. Les nobles écossais se sont sentis abandonnés. Le pays est devenu une périphérie du pouvoir anglais, même s'il restait théoriquement indépendant. Jacques a essayé de pacifier les Highlands en établissant des colonies protestantes, en forçant les chefs de clan à reconnaître l'autorité royale. Les statuts d'Iona, en 1609, ont imposé des règles strictes. Les chefs devaient envoyer leurs fils aînés dans les Lowlands pour une éducation protestante, limiter leurs armées privées, abandonner la protection des bardes qui glorifiaient la guerre. C'était une tentative de détruire la culture gaélique traditionnelle et de transformer les Highlanders en sujets obéissants. Cela a partiellement fonctionné, mais a créé un profond ressentiment. Le XVIIe siècle a été dominé par les conflits religieux. Le fils de Jacques, Charles Ier, a tenté d'imposer l'anglicanisme à l'Écosse presbytérienne. En 1637, il a ordonné l'usage d'un nouveau livre de prière dans les églises écossaises. Les Écossais ont vu cela comme du catholicisme déguisé. Une émeute a éclaté à Édimbourg quand le livre a été lu pour la première fois. Une femme aurait jeté un tabouret sur le prêtre. L'incident a déclenché une révolution religieuse. Les Écossais ont signé le National Covenant en 1638, un document jurant de défendre le presbytérianisme contre les innovations royales. Charles a essayé de soumettre l'Écosse par la force. Les guerres des évêques ont commencé, mais Charles manquait d'argent et de soutien. Il a convoqué le Parlement anglais pour obtenir des fonds, déclenchant ainsi la guerre civile anglaise. L'Écosse s'est alliée au Parlement anglais contre le roi en échange de la promesse que le presbytérianisme serait imposé en Angleterre. Une armée écossaise a combattu en Angleterre aux côtés des parlementaires. Mais Oliver Cromwell, le leader parlementaire, n'avait aucune intention de devenir presbytérien. Après avoir vaincu et exécuté Charles Ier en 1649, Cromwell s'est retourné contre l'Écosse. Les Écossais, horrifiés par l'exécution du roi, avaient proclamé son fils Charles II comme roi d'Écosse. Cromwell a envahi avec une armée professionnelle. Les batailles de Dunbar en 1650 et Worcester en 1651 ont détruit les forces écossaises. Cromwell a occupé l'Écosse, gouvernant avec une efficacité brutale. Les Highlands ont été soumis. Les châteaux des chefs de clan ont été détruits. Pour la première fois, l'Écosse était réellement occupée et contrôlée par une puissance étrangère. L'occupation a duré jusqu'en 1660, quand Charles II a été restauré sur les trônes d'Angleterre et d'Écosse après la mort de Cromwell. Charles était cynique,
pragmatique, déterminé à ne plus jamais partir en exil. Il a essayé d'imposer l'épiscopat en Écosse, forçant les presbytériens à accepter des évêques. Des milliers de ministres ont refusé et ont été expulsés de leurs églises. Ils prêchaient dans les collines lors de conventicules secrets. Le gouvernement les chassait comme des criminels. La période appelée Killing Time, dans les années 1680, a vu des exécutions sommaires de covenantaires, créant des martyrs et nourrissant la légende presbytérienne d'une église persécutée mais fidèle. Lorsque Jacques VII, frère catholique de Charles, a hérité du trône en 1685, les protestants des deux royaumes ont paniqué. Jacques était ouvertement catholique et semblait déterminé à restaurer le catholicisme. En 1688, les nobles anglais ont invité Guillaume d'Orange, protestant hollandais marié à la fille de Jacques, à envahir l'Angleterre. Jacques a fui en France. La glorieuse Révolution était presque sans effusion de sang en Angleterre, mais en Écosse, les partisans de Jacques, les jacobites, ont résisté. La première rébellion jacobite en 1689 a été écrasée à la bataille de Killiecrankie, bien qu'elle ait d'abord semblé victorieuse. Guillaume a ordonné que tous les chefs de clan prêtent serment de loyauté avant une certaine date. Le chef du clan MacDonald de Glencoe a été retardé et a prêté serment quelques jours en retard. Guillaume, ou plutôt ses ministres cherchant à faire un exemple, ont ordonné un massacre. En février 1692, des soldats du clan Campbell, logeant chez les MacDonald sous prétexte d'amitié, les ont assassinés à l'aube. 38 personnes tuées, de nombreuses victimes mortes de froid en fuyant dans les montagnes. Le massacre de Glencoe est resté une tache sombre sur la réputation de Guillaume et a nourri la haine jacobite. Le tournant majeur est venu non par la guerre, mais par l'économie. L'Écosse du XVIIe siècle était misérable. Les famines dans les années 1690 ont tué 15% de la population. Le commerce écossais était bloqué par les lois anglaises de navigation qui réservaient le commerce colonial à l'Angleterre. Les Écossais rêvaient de leur propre empire colonial. En 1695, le Parlement écossais a approuvé un plan audacieux. La Compagnie d'Écosse établirait une colonie à Darien, sur l'isthme de Panama, contrôlant le commerce entre l'Atlantique et le Pacifique. C'était une catastrophe dès le départ. Le site était insalubre, malaisé, sans valeur stratégique réelle. Les Espagnols contrôlaient la région et n'allaient pas tolérer une colonie écossaise. L'Angleterre, ne voulant pas se brouiller avec l'Espagne, a refusé d'aider. 2000 colons écossais ont navigué vers Darien en 1698. En 2 ans, presque tous étaient morts de maladie, de faim ou lors d'attaques espagnoles. L'Écosse avait investi un quart de sa richesse nationale dans le projet. La perte était catastrophique, ruineuse. Des familles entières ont été dévastées financièrement. Le désastre de Darien a changé le calcul politique. Les nobles écossais, ruinés ou terrifiés de le devenir, ont commencé à envisager sérieusement l'union complète avec l'Angleterre. L'Angleterre offrait l'accès à son empire commercial, la stabilité financière, la protection militaire. Le prix était l'indépendance. Le Parlement écossais débattait intensément. Les foules d'Édimbourg hurlaient leur opposition dans les rues. Des émeutes ont éclaté. Mais les nobles, dont beaucoup avaient été discrètement soudoyés par l'Angleterre avec des paiements et des promesses de poste, ont voté pour l'Union. Le 1er mai 1707, l'acte d'union a pris effet. L'Écosse et l'Angleterre sont devenus le royaume de Grande-Bretagne. Le Parlement écossais a été dissous. Les Écossais envoyaient désormais des députés au Parlement de Westminster à Londres. L'Écosse conservait son système juridique distinct, son église presbytérienne établie et ses traditions éducatives. Mais politiquement, le royaume indépendant avait cessé d'exister.
Robert Burns, le poète national écossais, écrira plus tard que les nobles écossais avaient été « bought and sold for English gold », achetés et vendus pour l'or anglais. Les Jacobites n'ont jamais accepté l'union. Ils rêvaient de restaurer les Stuarts catholiques et, par extension, l'indépendance écossaise. Les rébellions de 1715 et 1745 ont tenté de renverser la monarchie hanovrienne protestante. La rébellion de 1745, menée par Charles Edward Stuart, Bonnie Prince Charlie, a failli réussir. Une armée jacobite principalement composée de Highlanders a marché jusqu'à Derby, à seulement 180 km de Londres, provoquant la panique dans la capitale. Mais l'armée s'est retirée en Écosse, sans soutien français suffisant, ni ralliement anglais significatif. Le duc de Cumberland a poursuivi avec une armée gouvernementale professionnelle. À Culloden, près d'Inverness, le 16 avril 1746, les Jacobites ont été massacrés. La bataille a duré moins d'1 heure. Les canons anglais ont pilonné les lignes Highlanders. La charge traditionnelle des clans s'est brisée contre les mousquets disciplinés et les baïonnettes. Les survivants ont fui dans les collines. Cumberland a ordonné une répression sauvage, gagnant le surnom de boucher. Les Highlands ont été systématiquement détruites en tant que menace militaire. Le port du tartan et du kilt a été interdit. Les armes confisquées. Les chefs de clan dépouillés de leur pouvoir juridique. Les terres claniques réorganisées selon le modèle anglais. La culture gaélique traditionnelle a été activement supprimée. Des milliers de Highlanders ont émigré en Amérique. D'autres ont été recrutés dans l'armée britannique, transformant des guerriers claniques en soldats impériaux. Les régiments des Highlands deviendraient célèbres dans les guerres britanniques, mais ils servaient désormais l'Empire qui avait détruit leur mode de vie. Le XVIIIe siècle a vu l'Écosse se transformer radicalement. Les Lumières écossaises ont produit des penseurs de génie mondial. David Hume en philosophie, Adam Smith en économie, James Hutton en géologie. Édimbourg est devenu connu comme l'Athènes du Nord, un centre intellectuel rivalisant avec Paris et Londres. Les universités écossaises étaient parmi les meilleures d'Europe. La médecine écossaise était particulièrement avancée. L'éducation, même dans les villages pauvres, était prise au sérieux grâce à la tradition presbytérienne d'alphabétisation universelle pour permettre la lecture de la Bible. Glasgow est devenue une puissance commerciale grâce au tabac et au coton des colonies américaines. Les marchands écossais, maintenant avec accès à l'Empire britannique, se sont enrichis. Les Lowlands ont embrassé la révolution industrielle avec enthousiasme. Des chantiers navals, des filatures de coton, des mines de charbon, des usines métallurgiques ont transformé le paysage. L'Écosse industrielle du XIXe siècle était sale, brutale, mais dynamique. Les villes ont gonflé avec des travailleurs venus des Highlands dépeuplés par les clearances. Les Highland Clearances ont été une tragédie massive. Les propriétaires terriens, désormais intégrés dans l'économie capitaliste britannique, ont réalisé que les moutons étaient plus rentables que les fermiers. Des dizaines de milliers de familles Highlander ont été expulsées de leurs terres ancestrales pour faire place aux troupeaux. Les maisons ont été brûlées, les communautés dispersées. Certains sont partis pour les villes industrielles des Lowlands. D'autres ont émigré au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, créant une diaspora écossaise mondiale. Les vallées autrefois habitées sont devenues silencieuses, vides, sauf pour les moutons et les cerfs. Cette période a créé l'image romantique des Highlands que nous connaissons aujourd'hui. Au XIXe siècle, alors que la culture gaélique traditionnelle agonisait, elle a été réinventée comme patrimoine pittoresque. La reine Victoria a adoré les Highlands, construisant le château de Balmoral et popularisant le tartan comme mode. Le tartanerie, la commercialisation du patrimoine Highlander,
a transformé les symboles d'une culture opprimée en icônes touristiques. Le tartan, interdit après Culloden, est devenu acceptable une fois qu'il ne représentait plus une menace militaire, juste un costume folklorique inoffensif. L'Écosse du XXe siècle a oscillé entre identité britannique et nationale distincte. Les Écossais ont combattu massivement dans les guerres mondiales comme partie de l'effort britannique. Les régiments écossais ont gagné des réputations féroces. Le génie écossais a contribué aux technologies modernes. Alexander Graham Bell a inventé le téléphone, John Logie Baird a développé la télévision, Alexander Fleming a découvert la pénicilline. L'Écosse était fière d'être britannique, mais elle restait consciente de sa distinction. L'après-guerre a vu le déclin industriel. Les chantiers navals ont fermé face à la concurrence asiatique. Les mines de charbon ont été épuisées, puis fermées sous Thatcher dans les années 80. Le chômage a explosé dans les anciennes villes industrielles. Cette crise économique a alimenté un nationalisme écossais renouvelé. Si l'Union britannique n'apportait plus la prospérité, pourquoi rester ? Le Parti national écossais, marginal pendant des décennies, a gagné du terrain en promettant l'indépendance. La découverte du pétrole en mer du Nord dans les années 70 a changé le débat. It's Scotland's Oil est devenu un slogan nationaliste. Si l'Écosse contrôlait ses ressources pétrolières, elle serait riche, disaient les nationalistes. Le gouvernement britannique a résisté à toute forme de dévolution du pouvoir. Mais en 1999, après l'élection du gouvernement travailliste de Tony Blair, un référendum a approuvé la création d'un parlement écossais. Après presque 3 siècles, l'Écosse avait à nouveau sa propre législature à Édimbourg. Le Parlement écossais rétabli n'avait pas tous les pouvoirs. Les affaires étrangères, la défense, la politique économique majeure restaient à Westminster. Mais l'Écosse pouvait légiférer sur l'éducation, la santé, le droit, les transports. C'était un compromis, ni l'indépendance totale, ni l'union complète. Le mouvement indépendantiste n'était pas satisfait. En 2014, un référendum sur l'indépendance a eu lieu. 55% ont voté pour rester dans le Royaume-Uni. 45% voulaient l'indépendance. Le débat était passionné, parfois amer. Les unionistes avertissaient de catastrophes économiques. Les indépendantistes promettaient liberté et renouveau. L'Écosse a choisi de rester, mais de justesse. Le Brexit en 2016 a relancé la question. 62% des Écossais ont voté pour rester dans l'Union européenne. Mais le Royaume-Uni dans son ensemble a voté pour partir. L'Écosse était traînée hors de l'UE contre son gré. Les nationalistes ont argumenté que cela brisait les promesses faites lors du référendum de 2014, que l'Écosse devrait avoir un nouveau vote sur l'indépendance. Le gouvernement britannique a refusé. La tension constitutionnelle demeure irrésolue, un écho moderne des conflits qui ont toujours défini les relations entre l'Écosse et l'Angleterre. Aujourd'hui, l'Écosse existe dans une ambiguïté productive et frustrante. Elle a son propre parlement, son propre système juridique, sa propre identité culturelle forte. Mais elle fait partie du Royaume-Uni, partageant une monnaie, une armée, une politique étrangère. Les clans ne se battent plus, mais leurs noms persistent dans les noms de familles écossais modernes. William Wallace est commémoré par un monument géant près de Stirling, une statue anachronique de 220 pieds de hauteur, célébrant un homme dont l'apparence réelle reste inconnue. Robert Bruce a sa statue à Bannockburn, regardant vers le champ de bataille où il a changé l'histoire. L'Union de 1707 continue de définir l'Écosse. Était-ce une trahison ou une nécessité pragmatique ? Les Écossais débattent encore. Certains voient l'Union comme la fin d'un royaume ancien, vendu par des nobles corrompus. D'autres la voient comme un partenariat qui a permis à l'Écosse de prospérer,
d'accéder à l'Empire britannique, de devenir une force mondiale malgré sa petite taille. Les deux perspectives contiennent de la vérité, ce qui rend la question impossible à trancher définitivement. Ce qui est clair, c'est que l'identité écossaise a survécu à tout. Elle a survécu aux invasions romaines qui n'ont jamais vraiment conquis les Highlands. Elle a survécu à la domination anglaise médiévale. Elle a survécu à la Réforme qui a déchiré l'Europe. Elle a survécu à Culloden et aux Clearances. Elle a survécu à la révolution industrielle qui a transformé le paysage. Elle a survécu à 3 siècles d'union politique. Cette persistance est remarquable. Des nations plus grandes ont disparu de la carte. L'Écosse reste, petite mais obstinément distincte. La culture écossaise moderne est un mélange complexe. Elle célèbre des traditions réinventées comme les Highland Games, où des hommes en kilt lancent des troncs d'arbres dans des compétitions de force. Elle embrasse des icônes populaires comme le Loch Ness Monster, une invention touristique du XXe siècle. Elle produit de la littérature de classe mondiale, d'Irvine Welsh à Alice Smith. Elle maintient une scène musicale vivante, du folk traditionnel au rock. Le gaélique écossais, presque mort au milieu du XXe siècle, est enseigné à nouveau dans certaines écoles, une tentative de préserver ce qui reste de la langue ancestrale des Highlands. L'histoire écossaise n'est pas une histoire simple de héros contre méchants. William Wallace était courageux, mais aussi brutal, brûlant des villages anglais et tuant des civils. Robert Bruce a assassiné un rival dans une église pour obtenir le pouvoir. Les clans romantisés par la littérature du XIXe siècle étaient souvent des organisations violentes pratiquant le vol, l'extorsion, le meurtre. Les nobles qui ont voté pour l'Union n'étaient pas tous des traîtres cupides. Certains croyaient sincèrement que l'Écosse ne pouvait survivre seule face à des puissances plus grandes. L'histoire est ambiguë, pleine de compromis moraux et de choix impossibles. Les Écossais ont parfois combattu les Anglais avec une férocité extraordinaire. Ils ont aussi parfois servi l'Empire britannique avec loyauté, construisant et administrant des colonies lointaines. Des Écossais ont participé à la traite des esclaves, possédant des plantations dans les Caraïbes. D'autres ont milité pour l'abolition. L'Écosse contient ces contradictions sans les résoudre vraiment, reconnaissant que l'histoire nationale n'est jamais pure. Les clans eux-mêmes sont aujourd'hui des organisations cérémoniales. Les chefs de clans modernes, présidant des rassemblements annuels, portent des titres traditionnels, mais n'ont aucun pouvoir féodal. Leurs membres sont dispersés mondialement, unis par un nom de famille partagé plutôt que par la géographie. Les associations de clans maintiennent des sites web, organisent des voyages en Écosse, recherchent des généalogies. C'est une façon de préserver une identité dans un monde globalisé, de maintenir un lien avec un passé mythifié. Le mythe de William Wallace a grandi bien au-delà de l'homme historique. Le film Braveheart de 1995 a créé une image de Wallace qui est historiquement absurde, mais émotionnellement puissante. Le vrai Wallace ne portait probablement pas de kilt, n'a jamais crié « Freedom » au moment de son exécution et n'a certainement pas eu de liaison avec la princesse anglaise. Mais le film a capturé quelque chose de vrai sur le désir d'indépendance, sur la résistance contre une force écrasante. Des millions de personnes dans le monde connaissent Wallace à travers ce film, même si elles ne savent rien d'autre de l'histoire écossaise. L'union avec l'Angleterre reste la question centrale. Pourquoi un royaume qui avait combattu si férocement pour son indépendance a-t-il finalement accepté de la perdre ? La réponse est économique, mais pas seulement. L'Écosse de 1707 était épuisée. Un siècle de guerres religieuses, de famines, de désastres financiers avait brisé la confiance du pays en sa capacité à prospérer seul. Les élites écossaises regardaient vers le sud et voyaient un partenaire prospère avec un empire croissant. L'union promettait la stabilité, l'accès au marché, la fin des conflits frontaliers constants.
pour beaucoup d'Écossais ordinaires, l'Union était une trahison. Les émeutes d'Édimbourg en 1706 et 1707 exprimaient une rage populaire contre les parlementaires qui négociaient l'Union. Mais ces voix n'avaient pas de pouvoir politique réel. Le Parlement écossais était contrôlé par les nobles et les propriétaires terriens, pas par le peuple. La décision a été prise par une élite étroite pour des raisons mêlant conviction, peur et intérêt personnel. C'est peut-être la leçon la plus dure de l'histoire écossaise. Les grands tournants ne sont pas toujours déterminés par la volonté populaire, mais par les calculs de ceux qui détiennent le pouvoir. L'Écosse moderne doit naviguer cette histoire complexe. Elle ne peut pas simplement célébrer ses héros sans reconnaître leurs défauts. Elle ne peut pas ignorer sa participation à l'Empire britannique tout en se présentant uniquement comme victime de l'impérialisme anglais. Elle doit reconnaître que son histoire est enchevêtrée avec celle de l'Angleterre, de l'Irlande, du Pays de Galles, dans une relation britannique qui a été à la fois oppressive et mutuellement bénéfique selon les époques et les perspectives. Le nationalisme écossais contemporain est généralement civique plutôt qu'ethnique. Il ne définit pas l'identité écossaise par le sang ou l'ascendance, mais par la résidence et l'engagement envers l'Écosse. Cette approche inclusive reflète une société moderne, multiculturelle, confiante dans sa distinction sans avoir besoin de la définir par opposition à autrui. C'est une évolution significative par rapport aux nationalismes ethniques qui ont causé tant de souffrances en Europe. Pourtant, les symboles du passé restent puissants. Le tartan, le kilt, la cornemuse sont reconnus mondialement comme écossais. Ils ont été commercialisés, parfois vulgarisés, mais ils conservent leur pouvoir évocateur. Quand un Écossais porte le kilt lors d'un mariage ou d'un événement formel, il fait un choix conscient de se connecter à une tradition, même si cette tradition a été partiellement inventée au XIXe siècle. L'authenticité historique importe moins que la signification contemporaine. L'histoire des clans, de Wallace, de Bruce, de l'Union, continue de résonner parce qu'elle pose des questions intemporelles. Comment un petit peuple résiste-t-il à un voisin plus puissant ? Quand le compromis devient-il capitulation ? La souveraineté vaut-elle la pauvreté ? L'identité culturelle peut-elle survivre à la perte de l'indépendance politique ? Ces questions n'ont pas de réponse simple, ce qui est précisément pourquoi l'histoire écossaise reste pertinente au-delà de l'Écosse elle-même. Des peuples partout dans le monde ont regardé l'Écosse comme exemple ou avertissement. Les mouvements indépendantistes catalans, québécois, écossais partagent des thèmes communs. Petite nation au sein d'États plus grands, naviguant entre préservation de l'identité et réalités économiques, cherchant l'autodétermination dans un monde où les grandes unions semblent inévitables. L'Écosse n'a pas résolu ce dilemme. Elle a simplement appris à vivre avec, maintenant une double identité, écossaise et britannique simultanément, même si ces identités sont parfois en tension. Le XXIe siècle apportera de nouveaux défis. Le changement climatique affecte les Highlands, où les températures plus chaudes perturbent les écosystèmes fragiles. La technologie transforme l'économie écossaise, déplaçant l'emploi des industries traditionnelles vers les services et le numérique. La démographie change avec l'immigration, apportant de nouvelles communautés qui deviendront écossaises à leur manière. L'avenir de l'Union britannique reste incertain, suspendu entre continuité et rupture potentielle. Ce qui semble certain, c'est que l'Écosse continuera à se débattre avec son identité. Cette lutte n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle force la réflexion constante sur ce que signifie être écossais, sur quelles valeurs définissent la nation, sur comment honorer le passé sans être prisonnier de celui-ci. L'histoire n'est jamais vraiment passée en Écosse. Elle marche à côté du présent, informant les débats actuels, fournissant des métaphores et des exemples, rappelant aux Écossais d'où ils viennent, même s'ils débattent où ils vont. Les touristes visitent les champs de bataille, photographient les châteaux en ruine,
achètent du whisky et des souvenirs tartans. Ils voient une Écosse romantique de brouillard et de montagnes, de cornemuses et de traditions. Les Écossais eux-mêmes vivent dans un pays moderne avec tous les problèmes et promesses de la modernité. Inégalité économique, débats politiques, tensions sociales, mais aussi créativité culturelle, excellence académique, engagement civique. Ces deux Écosses coexistent, la mythique et la réelle, chacune nourrissant l'autre. L'histoire racontée ici, des clans guerriers à l'union parlementaire, n'est qu'une version parmi beaucoup. D'autres récits pourraient mettre l'accent sur les femmes écossaises, largement absentes des chroniques traditionnelles, mais essentielles à la survie des communautés. Ou sur les travailleurs qui ont construit l'Écosse industrielle dans des conditions épouvantables. Ou sur les intellectuels qui ont illuminé les lumières écossaises. Chaque perspective révèle différentes facettes de la même histoire complexe. Ce qui unit toutes ces histoires est la persistance. L'Écosse a été conquise, occupée, unie, transformée, mais elle persiste. Pas inchangée, ce serait impossible, mais reconnaissablement elle-même, portant son histoire comme une marque et un fardeau. Les clans ne dominent plus les Highlands. William Wallace est une statue et un symbole, pas un homme. L'union avec l'Angleterre approche son 400e anniversaire. Mais l'Écosse reste, débattant toujours, questionnant toujours, s'affirmant toujours distincte. Peut-être que c'est la vraie leçon de l'histoire écossaise. Non pas que les petites nations peuvent toujours vaincre les grandes, car souvent elles échouent. Non pas que l'indépendance est toujours préférable à l'union, car les deux ont leur coût. Mais que l'identité survit à la défaite politique. Que la culture persiste à travers les transformations économiques. Que les peuples trouvent des moyens de rester eux-mêmes, même dans des circonstances qui semblent conspirer pour l'effacer. L'Écosse moderne ne ressemble guère à l'Écosse de Wallace ou même à celle de l'Union. La langue gaélique est minoritaire même dans les Highlands. Le système clanique est une curiosité historique. L'indépendance politique a été négociée il y a 3 siècles. Pourtant, quelque chose d'écossais persiste, transmis à travers les générations, adapté mais reconnaissable. Ce quelque chose est difficile à définir précisément. Mélange d'histoire, de paysage, de langue, de culture, d'attitude. Mais les Écossais le reconnaissent quand ils le voient. L'histoire racontée cette nuit n'est pas une histoire de triomphe simple. C'est une histoire de survie, d'adaptation, de compromis, parfois de défaite. Mais c'est aussi une histoire de fierté maintenue même dans l'adversité, d'identité préservée même dans l'union, de mémoire entretenue même à travers les siècles. Les clans, Wallace, l'union avec l'Angleterre, sont des chapitres de cette histoire longue, chacun ajoutant des couches de signification à ce que l'Écosse est devenue. Alors que vous vous endormez, imaginez les Highlands sous la pluie, les vallées vertes coupées par des rivières froides, les vestiges de châteaux perchés sur des falaises, les pierres debout, placées par des peuples oubliés il y a des milliers d'années. Imaginez les champs de bataille silencieux, où des hommes sont morts pour des causes qui leur semblaient absolument vitales. Imaginez les salles du Parlement, où l'avenir d'un royaume a été décidé par des votes serrés et des arguments passionnés. Imaginez la continuité de la vie ordinaire à travers tous ces événements extraordinaires. Les fermiers labourant leurs champs, les pêcheurs réparant leurs filets, les mères élevant leurs enfants, indépendamment des guerres et des traités. L'Écosse a été façonnée par les grands hommes de l'histoire, mais aussi par des millions d'anonymes qui ont simplement vécu leur vie, transmis leurs traditions, maintenu leur communauté. Leur histoire n'est pas écrite dans les chroniques, mais elle est inscrite dans le paysage, dans les noms de lieux, dans les légendes locales transmises de génération en génération.
C'est cette histoire parallèle, l'histoire des gens ordinaires vivant des vies extraordinairement difficiles, qui donne sa profondeur à l'histoire nationale. L'Union de 1707 n'a pas effacé cette histoire populaire. Elle a changé les structures politiques, mais les gens dans les villages ont continué leur vie, parlant les mêmes langues, racontant les mêmes histoires, se mariant dans les mêmes familles. Le changement politique majeur prend du temps à pénétrer dans la vie quotidienne. Pour le paysan des Highlands en 1708, l'union était abstraite, lointaine. Ce qui importait était la récolte, la santé du bétail, les relations avec les voisins. C'est seulement progressivement que les effets de l'union se sont fait sentir, apportant nouvelles lois, nouvelles taxes, nouvelles opportunités et contraintes. Cette perspective longue aide à comprendre comment l'Écosse a maintenu son identité distincte malgré l'union politique. Les institutions écossaises, l'Église presbytérienne, le système juridique, les universités, ont continué à fonctionner selon leurs propres traditions. Ces institutions ont servi de gardiens de l'identité écossaise, préservant des façons distinctes de penser et d'organiser la société. Un Écossais pouvait être sujet britannique, tout en restant profondément écossais dans sa religion, son éducation, sa compréhension de la loi. Cette dualité a créé une situation unique en Europe. L'Écosse n'était ni complètement indépendante, ni complètement absorbée. Elle existait dans un espace intermédiaire, une nation sans État, mais avec des institutions nationales fortes. D'autres régions européennes ont connu des situations similaires. La Catalogne en Espagne, par exemple, mais peu avec la même longévité et le même degré d'institutions préservées. L'arrangement écossais est devenu un modèle, pour le meilleur et pour le pire, de comment une petite nation peut maintenir son identité au sein d'un État plus grand. Mais cet arrangement a toujours été instable, sujet à renégociation. Chaque génération de Écossais a dû décider pour elle-même si l'union servait leurs intérêts. Dans les périodes de prospérité impériale au XIXe siècle, l'union semblait bénéfique. Dans les périodes de déclin industriel au XXe siècle, elle semblait moins attrayante. Cette réévaluation constante est saine, empêchant l'arrangement constitutionnel de devenir sacro-saint et intouchable. Mais elle crée aussi une incertitude permanente qui peut être épuisante. Les Écossais modernes héritent de cette histoire complexe. Ils peuvent se sentir à la fois écossais et britanniques, ou seulement écossais, ou principalement britanniques avec une identité régionale écossaise. Ces identités ne sont pas fixes. Elles évoluent au cours d'une vie, influencées par l'expérience personnelle, les événements politiques, les changements économiques. Un Écossais qui a vécu et travaillé à Londres pendant des années peut se sentir plus britannique. Un autre qui n'a jamais quitté Glasgow peut se sentir uniquement écossais. Les deux expériences sont valides, reflétant la diversité réelle de l'Écosse contemporaine. Cette diversité d'expériences et d'identité rend difficile toute déclaration générale sur ce que les Écossais pensent ou veulent. Le référendum de 2014 a montré un pays divisé presque également. Les régions ont voté différemment. Les Highlands et les îles étaient plus unionistes, les ceintures urbaines centrales plus indépendantistes. L'âge, la classe sociale, l'origine ont tous influencé les votes. L'Écosse n'était pas unie dans sa vision de l'avenir, tout comme elle ne l'avait jamais été dans son histoire. Peut-être que l'unité n'est pas nécessaire. Peut-être que la capacité à maintenir des identités multiples, à débattre vigoureusement sans se fracturer complètement, est une force plutôt qu'une faiblesse. L'histoire écossaise suggère une résilience née de la fragmentation. Les clans se battaient constamment entre eux, mais s'unissaient face aux invasions externes. Les protestants et les catholiques écossais étaient des ennemis mortels au XVIIe siècle, mais partageaient une identité nationale distincte. Les unionistes et les indépendantistes d'aujourd'hui ne s'accordent pas sur l'avenir constitutionnel, mais partagent un engagement envers l'Écosse. En fermant les yeux,
Vous pouvez presque entendre les échos de cette histoire. Le son lointain des cornemuses appelant les clans à la bataille. Les cris de « Wallace » résonnant à travers les siècles depuis Stirling. Le silence tendu de la salle du Parlement où les votes sur l'Union ont été comptés. Les machines industrielles grondant dans les usines victoriennes de Glasgow. Les discours passionnés des référendums modernes sur l'avenir de la nation. Toutes ces voix, toutes ces époques, superposées, créant une symphonie complexe et discordante qui est l'histoire écossaise. Cette histoire n'est pas terminée. Elle continue à s'écrire, débattue dans les salles du Parlement écossais d'Édimbourg, dans les pubs de Glasgow, dans les universités, dans les maisons à travers le pays. Chaque génération ajoute son chapitre, réinterprétant le passé à la lumière du présent, essayant de comprendre comment les anciens conflits informent les défis actuels. Wallace et Bruce ne sont pas seulement des figures historiques, mais des ressources symboliques mobilisées dans les débats contemporains. L'histoire devient mythe, le mythe informe l'identité motive la politique. Ce cycle se répète continuellement. Les historiens peuvent objecter que le vrai Wallace n'était pas le héros romantique des ballades, que les clans n'étaient pas nobles mais souvent brutaux, que l'union avait des avantages réels pour l'Écosse. Mais ces corrections factuelles n'effacent pas le pouvoir des mythes. Les mythes nationaux ne doivent pas être factuellement parfaits pour être émotionnellement puissants et socialement fonctionnels. Ce que l'Écosse a appris à travers ces siècles d'histoire, c'est comment maintenir une identité narrative cohérente à travers des changements radicaux de circonstances. L'Écosse de 2025 ne ressemble presque pas à l'Écosse de 1300 ou de 1700. Pourtant, il y a une continuité narrative, une histoire que les Écossais se racontent sur qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils valorisent. Cette histoire est partiellement mythique, sélectivement construite, mais pas donc sans valeur. Elle fournit un cadre pour comprendre le présent et imaginer l'avenir. L'avenir reste ouvert. L'Écosse pourrait rester partie du Royaume-Uni indéfiniment, l'arrangement de dévolution évoluant progressivement. Ou elle pourrait devenir indépendante dans 10, 20, 50 ans, rejoignant les Nations Unies comme État souverain. Ou quelque chose de complètement nouveau pourrait émerger, une forme de partenariat ou de fédération que personne n'a encore imaginé. L'histoire suggère que le changement est constant, que les arrangements qui semblent permanents peuvent se dissoudre, que de nouvelles configurations émergent des crises. Ce qui semble improbable, c'est que l'Écosse disparaisse comme entité culturelle distincte. Trop d'institutions, trop d'histoires, trop d'attachements émotionnels soutiennent cette identité. Même si l'Union britannique persiste, l'Écosse au sein de celle-ci restera distinctement écossaise. Et si l'indépendance vient, la nouvelle Écosse indépendante portera les marques de ces siècles d'union avec l'Angleterre. L'histoire ne peut pas être défaite, elle peut seulement être interprétée, réinterprétée et incorporée dans de nouvelles synthèses. En fin de compte, l'histoire des clans, de Wallace, de l'Union, est une histoire sur la persistance de l'identité face aux forces qui chercheraient à la dissoudre. C'est une histoire répétée dans le monde entier, partout où des petites nations ou des groupes distincts luttent pour maintenir leurs particularités. L'Écosse n'est pas unique dans ce combat, mais son expérience est particulièrement bien documentée et s'étend sur une période exceptionnellement longue. C'est pourquoi l'histoire écossaise intéresse au-delà de l'Écosse elle-même, offrant des leçons et des avertissements sur les dynamiques entre petites et grandes nations, sur les coûts et les bénéfices de l'union politique, sur la résilience de la culture. Alors dormez maintenant avec ces images et ces récits. Les guerriers claniques dans leurs plaids, marchant à travers les collines brumeuses. Wallace refusant de se soumettre, même face à la torture. Bruce se relevant après la défaite, apprenant la ténacité d'une araignée tissant sa toile. Les parlementaires votant pour dissoudre leur propre institution au nom de l'Union. Les tisserands et les ouvriers
construisant la nouvelle Écosse industrielle. Les intellectuels des Lumières changeant le monde depuis Édimbourg. Les électeurs marquant leur bulletin lors des référendums modernes, choisissant l'avenir de leur nation. Toutes ces scènes font partie de la même tapisserie longue et complexe. Les fils sont entrelacés. Impossible de tirer un seul sans affecter les autres. C'est l'histoire de l'Écosse. Une histoire qui n'est pas simple, pas triomphante, pas tragique, mais profondément humaine. Une histoire de choix difficiles, de compromis nécessaires, de résistance courageuse, de calculs prudents, de vision idéaliste et de pragmatisme terre à terre. Une histoire qui continue, écrite jour après jour par les Écossais vivant leur vie, faisant leurs choix, transmettant leurs traditions à la génération suivante. L'Écosse survit, non pas malgré son histoire compliquée, mais à cause d'elle. La complexité elle-même, la capacité à contenir des contradictions, à honorer des héros imparfaits, à maintenir des identités multiples, est devenue une caractéristique définissante. C'est peut-être l'héritage le plus précieux des siècles de lutte et de négociation. Une identité nationale assez flexible pour s'adapter, assez forte pour persister, assez réflexive pour questionner ses propres mythes tout en les chérissant. Cette nuit, alors que vous glissez dans le sommeil, l'Écosse existe toujours, ses montagnes et ses villes, ses histoires et ses débats, son passé et son avenir, toujours en négociation. Quelque part dans les Highlands, le vent souffle à travers les vallées vides, témoignage silencieux des siècles de changement. Quelque part à Édimbourg, des politiciens débattent de l'avenir constitutionnel. Quelque part dans une maison écossaise, un parent raconte à un enfant l'histoire de Wallace ou de Bruce, transmettant les mythes nationaux à une nouvelle génération. Et quelque part, un historien examine de vieux documents, cherchant à comprendre ce qui s'est réellement passé derrière les légendes. Tous ces Écosses coexistent, passé et présent et futur entrelacés, réels et mythiques fusionnés. C'est cette richesse, cette profondeur temporelle qui fait de l'histoire écossaise plus qu'un simple récit d'événements. C'est une méditation sur l'identité elle-même, sur comment les communautés se créent et se maintiennent à travers le temps, sur les forces qui les unissent et les divisent, sur les choix qui définissent qui elles sont et ce qu'elles deviendront. Ainsi se prolonge l'histoire de l'Écosse, vieille de siècles, continue à vivre, à évoluer, à informer le présent. L'Écosse d'hier a créé l'Écosse d'aujourd'hui, et celle d'aujourd'hui crée celle de demain. La chaîne reste ininterrompue, liant des générations séparées par le temps, mais unies par l'identité partagée, par les histoires racontées encore et encore, par l'engagement persistant à être écossais, quoi que cela signifie dans chaque époque. Cette continuité au milieu du changement, cette persistance malgré les transformations, c'est l'essence de l'histoire que vous venez d'entendre, l'histoire de l'Écosse des clans à l'Union.